Numide, romaine ou hilalienne, qu'importe, elle est là, traversant le temps. Mais ce sont les 2 derniers siècles qui l'ont marquée de profonds stigmates. Après son abdication en 1849, quelques jours avant la chute des Acha, l'ère coloniale l'a exotisée tant elle jouit d'un site où le pittoresque s'allie à la beauté du relief. Palmeraies, dunes, jardins, eaux vives de l'Oued. Sous l'emprise des monts Kerdada et Azdin, des contreforts du massif saharien, elle s'est développée dans cet écosystème oisien que rares sont les lieux qui s'en prévalent. C'est Boussaada, la fauve. Cécile B2000, l'éminent producteur et réalisateur de l'âge d'or hollywoodien, a tourné à Boussaada en 1949 quelques extérieurs de Samson et Dalila. Il en aurait dit d'ailleurs « Cette région est un véritable studio à ciel ouvert, sans sunlight ». Et bien plus tard, cinéastes étrangers et nationaux profitèrent de ce cadre pour immortaliser leurs œuvres cinématographiques. Ces atouts et ces atours en firent la première halte de tout ethnographe ou voyageur en mal de dépaysement. Ce tableau manquerait de piquant sans les danseuses ou Led Nail, image d'Épinal consacrée par une pernicieuse volonté réductrice. Les tenants d'un colonialisme d'acculturation globale sans recours en avaient décidé ainsi. Sinon, comment expliquer l'occupation violente d'espaces arides? La convoitise de terres fertiles ne peut même pas, dans ce cas, être invoquée. La conquête armée poussait-elle à l'errance des milliers de personnes spoliées de leur parcours et de leur cheptel? Les bâtisseurs de l'ordre messianique organisaient la ville autour du bastion fortifié du nom du sinistre Cavaignac, qui prête toujours son nom à une des rues de la capitale. Le nouveau quartier s'appelle désormais le plateau de la discipline, par opposition au vieux bâti de la Médina. Datant du XVIIe siècle, selon certaines sources, la Médina fut construite autour de Jama' al-Nakhla, ou mosquée de Sidi Tamar, saint patron de la ville. La fortification située sur la butte dominant l'Aqsar veillera pendant longtemps à la quiétude des lieux. L'immense horloge incrustée à son faîte a égrené le temps, durant le temps qu'aura duré la colonisation. Guy de Maupassant à Boussaada. Et soudain, à la sortie d'un nouveau défilé, j'aperçus devant moi l'oasis. C'est une inoubliable apparition. On vient de traverser d'interminables plaines, de franchir des montagnes aiguës, pelées, calcinées, sans rencontrer un arbre, une plante, une feuille verte. Et voici devant nous, à nos pieds, une masse opaque de verdure sombre, quelque chose comme un lac de feuillage presque noir, étendu sur le sable. Puis, derrière cette grande tache, le désert recommence, s'allongeant à l'infini jusqu'à l'insaisissable horizon où il se mêle au ciel. La ville descend en pente jusqu'au jardin. Quelle ville, ces cités du Sahara! De place en place, un palmier magnifique s'épanouit à 20 pieds du sol. Puis tout à coup, on entre dans une forêt dont les allées sont enfermées entre de hauts murs d'argile. À droite, à gauche, un peuple de dattiers ouvre ses larges parasols au-dessus des jardins, abritant de son ombre épaisse et fraîche la foule délicate des arbres fruitiers. Sous la protection de ces palmes géantes, que le vent agite comme de larges éventails, poussent les vignes, les abricotiers, les figuiers, les grenadiers et les légumes inestimables. Ils
Il descend plein de dattiers, de figuiers, de grandes plantes magnifiques entre deux montagnes, dont les sommets sont rouges. Le fleuve, le long de ce ravin, court et chante. En sortant de l'oasis, il est encore abondant. Mais le désert qui l'attend, le désert jaune et assoiffé, le boit tout à coup, aux portes des jardins, l'engloutit brusquement en ses sables stériles. Quand on monte sur la mosquée pour contempler l'ensemble de la ville, l'aspect est des plus singuliers. Les toits, plats et carrés, forment comme une cascade de damiers ou de mouchoirs. Là-dessus s'agite toute la population qui grimpe sur ses huttes dès que le soir vient. Dans les rues, on ne voit personne, on n'entend rien, mais sitôt que vous découvrez l'ensemble des toits, d'un lieu élevé, c'est un mouvement extraordinaire. Les légendes qui évoquent longuement Dieb, Jazia et Ghanem sont le fil conducteur culturel qui relie l'histoire des descendants citadins de l'oasis à celle de leurs ancêtres nomades, en particulier les Ouled Naïl. C'est la jonction d'un saint, le Wali Sidi Slimane, assisté de Sidi Tamr, avec les nomades Bederna, propriétaires du site qui allaient provoquer l'émergence de Boussaada. Cela devait se passer vers la fin du XVe siècle, tandis que les marabouts fondateurs de Saint-Lieu continuaient de se répandre sur le Maghreb en provenance de Saqi al-Hamra. Sidi Slimane apportait la sagesse, la piété et la science. Ces hôtes bédouins disposaient de terres sur les berges de l'Oued et de bras pour la valoriser. Un premier édifice fut bâti, la mosquée du Palmier, Jama' al-Nakhla. Puis, la petite communauté, formée vraisemblablement des deux saints personnages de leur famille, leurs élèves et leurs disciples, s'établit sur l'emplacement de Boussaada et fonda la cité du même nom. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. L'origine du toponyme est controversée. La mémoire collective a enregistré plusieurs variantes d'une explication parfois difficile à admettre. On dit que les fondateurs se sentirent si heureux sur le lieu élu qu'ils lui donnèrent le nom de « Père du bonheur », Abou Saada. À cette époque-là, la zone de Boussaada était entourée de solides cités à l'activité agricole et commerciale florissante, Magra, Ngaous, Tobna et Msila. Par ailleurs, l'oasis deviendra un relais important de la route caravanière reliant Biskra à Sidi Messa et Rardaya à Constantine. Dès l'avènement de la régence turque, la localité de Boussaada s'est trouvée dans la mouvance du Beylika de Médéa. En fait, pendant 3 siècles, elle passera de la tutelle de Médéa à celle de Constantine, sans jamais être investie véritablement par la puissance ottomane. L'émir se lie d'amitié avec le fondateur de la Zawiya del-Hamel, Cheikh Mohammed ben Belgassem. Abd al-Qadir était lui-même un homme pieux et un poète. La résistance autour de Boussaada s'organisa. Des manuscrits retrouvés à Al-Hamel portent un témoignage précieux sur la collaboration militante qui s'est vite établie entre l'émir et la Zawiya de Boussaada. Mais ce dernier ne séjourna pas longtemps dans la zone de Boussaada, devant diriger la lutte sur l'ensemble du pays.
nous sommes à Boussaada, dans un quartier, un ancien quartier de la ville, c'est le quartier de Shurfa, Hart Shurfa, devant la maison de l'émir El-Hashmi, la maison qui a été habitée par l'émir El-Hashmi, fils de l'émir Abdelkader, de 1894 à 1900. Le 14 avril 1900, c'est le jour de son décès. Il a été enterré juste à côté de nous. Il a été enterré ici le 14 avril 1900, tout près de sa résidence que nous avons vue tout à l'heure. C'est pas loin. Il a choisi ce lieu par la sainteté du marabout, entre parenthèses, en français, chez Wali Saleh, Sidi Mohamed Ben Brahim. Et il a choisi ce lieu parce qu'il a enterré auparavant sa petite fille. Et il est là, c'est le tombeau de l'émir El-Hashmi, fils de l'émir Abdelkader, et nous sommes à Boussaada. Même s'il était aveugle, il ne voyait pas, mais il donnait des leçons sur la religion, il expliquait le Coran, il expliquait les hadiths Nabi Sharif, et il faisait des fêtes soufis avec les chants et les hadras, etc. Il faisait des leçons de Coran dans la mosquée juste à côté, la mosquée de Shurfa juste à côté de sa maison. On disait qu'il y avait des écrits par un historien français qui disait que son père, l'émir Abdelkader, lui a conseillé un jour, lorsque tu voulais revenir en Algérie, il faut aller vers tes oncles à Médéa, sinon il faut aller vers Boussaada. Nous avons des amis, il y a aussi des tribus qui nous ont aidés pendant le djihad. Il a été reçu chaleureusement, c'est le père de l'émir Khaled, le fondateur du mouvement national. L'émir Khaled a vécu pendant 6 ans dans cette maison. Il a célébré son mariage. Le mariage a été célébré entre 1894 et 1900, ici, dans cette maison même. Plus tard, Al-Muqrani trouva aussi des alliés sûrs dans la cité du Hodna méridional et dans la Zawiya de Hamel. Un lien de parenté sera même établi entre le Hamel et la grande famille de Medjana à partir du moment où Al-Muqrani, qui fut un fonctionnaire colonial zélé, comprit qu'on faisait de lui un valet. Sa révolte le jeta définitivement dans le camp des résistants. Les Oasiens marquèrent l'histoire de leur ville de quelques belles pages de lutte héroïque sous la direction de chefs résolus comme Ben Chbira. Fait significatif, les Israélites Boussaadi marquèrent une hostilité déclarée à l'égard du peintre Étienne Diné, qui s'installa définitivement au début du XIXe siècle avec l'aide, dit-on, de Cheikh Mohammed Ben Belgassem, le fondateur de la Zawiya de Hamel. L'artiste s'installa avec son ami Slimane Ben Brahim, originaire du Mzab, dans une maison qui fait face à la mosquée des Mu'ammin. Les faïences, aujourd'hui pâlies par les ans, en étaient harmonieuses, les boiseries de palmiers majestueuses. Il acquit une maison de travail au bord de la Palmeraie sur l'emplacement actuel de son mausolée, où il passait des heures entières à peindre. Sa production fut impressionnante, plus de 150 toiles et dessins inspirés par les scènes de la vie, prières, travail agricole, travail féminin, jeux, ou les paysages féeriques de Boussaada, la Palmeraie, les dunes, les montagnes. Diné fit le pèlerinage à la Mecque. Il prit le nom musulman de Nasr ad-Din. Ce nom, qui signifie la victoire religieuse, prend tout son sens dans le cas de Hajj Diné. Son enfance parisienne lui permettait d'hériter et de continuer la charge paternelle ou, mieux pour lui, d'inaugurer ou de conduire une magnifique carrière de peintre dans les milieux artistiques de Paris. Mais il opta résolument pour sa vérité, dépouillée et belle comme il la voulait, parmi les dattiers et les sables de Boussaada. Il fut enterré dans l'humilité de la mort islamique, auprès de son ami de toujours, Slimane.
Une émouvante oraison funèbre fut prononcée à l'occasion par le cheikh d'El Hamel, cette grande zaouïa aux portes sud de Boussaada qui attire depuis sa fondation élèves et fidèles de tous les coins du pays. Cette célèbre institution Rahmaniya fut fondée au siècle dernier pour dispenser un enseignement religieux et consolider davantage les liens que sa confrérie mystique entretenait avec les oasiens. Elle fut et demeure pour ses fidèles une structure d'enseignement et un lieu de pèlerinage respecté. Ses rapports avec les autres zaouïas de la confrérie, notamment celle du fondateur de l'ordre, Ben Abdelrahman d'Aïtmaïl, Khalil Jurdura, furent et sont encore étroits. Aujourd'hui, Cheikh Khalil continue la fonction de magistère léguée par ses aïeux, son père, son grand-père et le fondateur, sans oublier la fille de celui-ci, la grande et vénérée Lalla Zainab. La Zawiya enseigne le Coran. Comme premier enseignement, c'est le Coran. Garder les réfugiés qui viennent, les pauvres, les conflits entre les tribus. Il y a beaucoup de choses que la Zawiya entame de temps en temps. Voilà. Pour ce qui est des étudiants de la Zawiya, il étudie le Coran en premier lieu, en second lieu, il étudie le fiqh. Le fiqh al-Malik. Ce n'est pas l'exégèse, l'exégèse c'est tafsir. Mais le fiqh c'est disons la législation. Voilà, la législation, c'est le fiqh. La loi coranique. Voilà, la loi coranique. Le tasawwuf, c'est notre salut. Ça a toujours été notre manière. Voilà. En Algérie, ça a été comme ça. Depuis le temps. On a dans cette bibliothèque 37% des manuscrits sont des manuscrits en fiqh. On a 1091 manuscrits. De toute époque. De toute époque et à peu près de toute matière. Il y a le Coran, hein, il y a le hadith, il y a le soufisme, il y a la langue arabe et ses disciplines, et il y a le fiqh. Il y a même les sciences. Il paraît qu'il y a l'astronomie. L'astronomie, la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, voilà. Cette forêt est là, on est en train de prendre de l'air très belle, et par l'occasion, voilà aussi, c'est une boisson, c'est une boisson spécifiquement typique pour la région de Jebel Saad. Ça, on l'appelle jour, oui. Elle est faite d'herbes, à base d'herbes. C'est très naturel, c'est une boisson bio, comme on dit. Aujourd'hui, on dit bio, voilà. C'est à base d'herbes, surtout le klil et les racines de la plante, l'arar, le thym, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est vraiment formidable. Elle a un goût formidable. Et j'en prends une gorgée.
c'est formidable. Elle a un goût très... Vraiment. Oui, elle est fait... ces herbes sont à base médicinale, comme on dit. Elle est bien pour la migraine, elle est bonne pour l'estomac, le côlon. Elle aide à digérer, surtout la migraine. Les gens de l'Arche, les femmes le prennent toujours à la maison. On trouve dans chaque maison, chaque tente ici, on trouve cette plante. Elle est spécifique à Jebel Msaad. On ne peut pas le trouver ailleurs, surtout sa façon de le préparer. On trouve à bas les herbes, on les trouve dans les autres forêts. Mais la préparation, c'est spécifique à Jebel Msaad. Encore, j'en prends. Oui, venez à côté de moi et prenez le jour de Jebel Msaad. C'est vraiment formidable. C'est un lieu formidable, c'est là où toute la région, lorsqu'on dit Jebel Msaad, c'est-à-dire la révolution. Vous voyez que cette région est devenue très belle, où les enfants se jouent, où il y a des fleurs, où nous sommes libres, où on vient, toutes les familles éventuellement viennent presque tous les week-ends, tous les jours, pour se reposer, pour faire de la fête, pour respirer de l'air, parce que c'est un lieu il a de la hauteur assez élevée de la ville de Boussaada, et même d'autres régions plus lointaines de Boussaada qui viennent ici à cette forêt-là. C'est un poumon de la ville de Boussaada, c'est une région magnifique. Un lieu très pittoresque, proche de Boussaada, à 2 km. Un moulin, un peu délabré, est construit dans un défilé de canyons du plus heureux des effets. Une eau fraîche coule, hiver comme été, le long d'un splendide jardin. Le moulin Ferrero semble un lieu de repos idéal au milieu des champs de violettes et des arbres de toute essence, le long de l'Oued. C'est à cet endroit que les cinéastes américains et français vinrent tourner des scènes de Samson et Dalila et d'Homme à Homme.